Bien, bonjour à tous, il est 12h31 et on va commencer tout de suite le ZCL News. Naïla, bonjour. Bonjour. On va recevoir aujourd'hui François Pellecuy qui est représentant de l'association des commerçants de Pointe-à-Pitre. Avec lui, on aura un coup d'œil sur Pointe-à-Pitre à la veille des élections. On avait promis de le faire une fois, deux fois, ce sera la dernière. Sylvie Gustave Diduflo, conseillère régionale, mais aussi qui vient d'être élue responsable au niveau de la biodiversité. Elle sera avec nous, ainsi que Gilles Casimir, qui est coach professionnel dans le cadre du mois de l'Afrique. Et puis à la fin de notre édition, on recevra des élèves du lycée agricole d'Héry-Chaude. Ils sont nombreux, Valérie, Nicolas, Brian, bref, ce sont des élèves du BTS. Bonjour à tout le monde. Et Naïla, l'actualité, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on parlera du contrôle de police qu'il y a eu hier sur le port autonome. On aurait dit qu'on remet le couvert entre les chauffeurs de taxi et le port autonome. On vous en dira un petit peu plus. C'est aussi le séminaire des collectivités, des restaurations collectives, suivi bien entendu d'un stage de yoga. Comment effectivement allier respiration et technique de pause. Et bien entendu, on restera dans le thème du carnaval où à Petit-Bourg, Masse en temps longtemps a fait le bonheur de tout un chacun ce samedi. Voilà, merci Naïla. Alors, on va commencer par une actualité pas brûlante, mais enfin assez surprenante. C'est un communiqué de presse du sénateur de la Guadeloupe, Victorin Durel, qui annonce ceci. Fonsanti, l'État et les collectivités doivent absolument reprendre leur copie et sauver les 235 salariés du quotidien. Plus loin dans ce communiqué, plus de 2 semaines après le choc de la décision de liquidation du groupe Fonsanti, le procureur de la République a demandé au tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre de Fort-de-France d'ordonner une reprise des activités des 6 sociétés du groupe. Et Lurel annonce que c'est le milliardaire Xavier Niel qui est responsable du journal Le Monde, du Nouvel Observateur, entre autres, qui serait sur la route. Alors, j'ai avec nous un Guadeloupéen, point 3, qui est aussi un observateur de la vie politique et sociale guadeloupéenne. Ça se fait quoi, d'ordonner la reprise des activités, la reprise d'une décision de justice comme ça? Ben en tout cas, les faits vont donner raison ou tort à celui qui l'a proclamé. Oui, en général, ça peut se faire, effectivement. Oui. S'il y a eu un vice de forme quelque part, forcément... S'il y a eu un vice de forme. S'il y a eu un vice de forme, s'il y a un recours qui a été porté, si une décision a été prise favorisant un tel ou un tel, oui, ça peut se faire, oui. Oui. Alors, on va parler de Pointe-à-Pitre, puisque vous êtes un peu observateur attentif de la vie politique. Il y a eu un véritable coup de massue il y a quelques jours à Pointe-à-Pitre avec l'annonce, je sais même pas comment dire, du revirement ou du glissement, je suis gentil dans les mots, de Claude Barfleur qui devait se présenter. Il était en négociation avec Harry Durimel, que vous connaissez bien, que moi aussi je connais bien, et puis subitement on apprend qu'il a rejoint le groupe Bangou. Comment vous avez analysé cette information? Pour tout vous dire, j'ai trouvé que vous avez eu que des doux mots en la personne de M. Barfleur, parce que honnêtement, c'est une belle trahison. Personne ne s'attendait à ça. Oui. Personne. C'est vrai que M. Durimel est en tractation avec M. Barfleur. C'est vrai qu'on savait que M. Barfleur tractait avec tout le monde. Il tractait avec tout le monde. Mais bien sûr, c'est évident que tout le monde tractait avec tout le monde. Sur le seul principe suivant, c'est-à-dire que je prétends ne pas vouloir être tête de liste, je me sacrifie pour quelqu'un d'autre à lui d'honorer le constat que je suis en train de faire. Oui, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, un conseiller municipal, on est à 250 €, 300, 400 €. Oui. Un maire, c'est 1200 € avec toute la pénitence de Pointe-à-Pitre. Qui va aujourd'hui, intelligemment, venir se bagarrer pour ça? Donc, on vient se présenter pour certainement d'autres postes beaucoup plus lucratifs que celui d'un maire ou d'un adjoint. Bon, voilà. C'est un calcul. Politiquement, comment ça s'explique? Parce que Barfleur a toujours été très opposé à M. Bangou. Eh ben, il faudrait lui poser la question, parce que honnêtement, très opposé, c'est un fait. Tout le monde a en tête les déclarations contre Bangou, toutes les déclarations que M. Barfleur a pu faire pour la TOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, donc c'est lui qui a porté la bataille, ou la déclaration de la CRC, la Chambre régionale des comptes, sur les déficits de Pointe-à-Pitre. Et donc c'est très étonnant, mais décevant. C'est décevant de se voir acheter, comme j'ai lu quelquefois à droite par un plat de lentilles. Il était à vendre. Voilà, donc c'est un peu bizarre. Maintenant, est-ce que Guadeloupe, Pointe-à-Pitre a besoin de mercenaires politiques?
Moi, je pense que non. Il y a suffisamment à faire pour remettre la Guadeloupe et en tout cas Pointe-à-Pitre sur de bonnes rails. Et j'avais pensé, honnêtement, vu tout ce qu'on avait comme retour, que l'Alliance était la meilleure solution. Voilà. Oui. Elle était la meilleure solution parce qu'aujourd'hui, il est avéré que la Pointe-à-Pitre a été excessivement mal gérée, que les comptes ont été maquillés depuis une vingtaine, trentaine d'années et qu'on a mis en faillite toutes ces entreprises celles qui sont restées parce qu'elles ne pouvaient pas s'en aller, celles qui ont eu les moyens de s'en aller, mais en fait, on a mis en péril toute une ville. On a mis en péril, en réalité, le poumon économique, ce qui a été le poumon économique de la Guadeloupe. Oui, oui. Et on confirme la mauvaise image de la Guadeloupe par le biais de Pointe-à-Pitre dans le monde, parce que vous prenez un billet, je sais pas, en Australie, Sydney, pour venir en Guadeloupe. C'est Pointe-à-Pitre, Australie. Pointe-à-Pitre, Sydney, et partout c'est comme ça. Et donc, on véhicule une très très mauvaise image. Je prends encore un exemple, j'ai vu un reportage, je crois hier, sur une télévision amie, que vivent les touristes quand ils débarquent au centre-ville de Pointe-à-Pitre. C'est ignoble. Comment aujourd'hui une municipalité ne peut pas admettre et comprendre ça. Comment on ne peut pas admettre qu'il faille faire un effort sur le principe de la propreté, de la sécurité, mais aussi de la fiscalité quand même. Parce que la fiscalité, qu'on le veuille ou pas, c'est ce qui fait marcher les entreprises, c'est ce qui crée de l'emploi, c'est ce qui crée de la valeur ajoutée, et c'est ce qui permet à une municipalité d'avoir un budget fiscal, un budget d'investissement. Alors visiblement, ça fait une vingtaine d'années que Pointe-à-Pitre ne se préoccupe pas de ça. Et donc, on a vu tout doucement que le patrimoine de la ville diminue, que les recettes fiscales diminuent, que les bâtiments sont de plus en plus en train de fermer ou de quitter la ville, l'INSEE, l'accès social, l'hôpital, le commissariat et patati patata. Même le cinéma d'ailleurs. Et le cinéma aussi d'ailleurs. Voilà. Comment on ne peut pas comprendre qu'une ville doit être menée comme elle se doit, c'est-à-dire elle doit être durable, elle doit préserver ses citoyens de la pollution, de l'insalubrité, de l'insécurité, donner un accès beaucoup plus facile à la ville, autant pour y rentrer que pour y sortir, favoriser l'investissement. Mais aujourd'hui, la ville de Pointe-à-Pitre a un autofinancement négatif, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas investir un centime. Donc, toutes les lois gouvernementales qui sont sorties, visiblement, par la bêtise municipale, Pointe-à-Pitre semble être exclue. Oui. Alors, je pose la question là aux commerçants. On s'est rendu compte depuis quelques années que effectivement les commerçants quittaient Pointe-à-Pitre, allaient dans une zone proche d'ici. Est-ce que il y a une possibilité d'un retour, d'un retour à la case départ, c'est-à-dire que Pointe-à-Pitre redevienne la ville économique qu'elle a été? Écoutez, nous, on discute entre nous. Et visiblement, ce n'est pas de gaieté de cœur que certains d'entre nous sont allés dans les centres commerciaux. Pour une raison toute simple, c'est qu'on a constaté, dès 2008, que la ville n'entreprenait pas ce qu'elle devait faire pour favoriser ses entreprises. Et donc, l'adage qui dit « on ne met pas ses pieds dans le même soulier », c'est ce qui a été appliqué. Voilà, donc on se voyait mourir d'un côté, donc pour ne pas attendre que le fait soit là, on est allé investir ailleurs. Est-ce que c'est mieux? C'est pas mieux, pour une raison toute simple. La Guadeloupe diminue en population, la Guadeloupe diminue en tout, et donc ça fait beaucoup d'offres pour peu de demandes. Et donc tous ces gens qui sont à l'extérieur sont comme nous tous. On tire la langue parce que la Guadeloupe ne fournit pas assez d'activités. Et donc il y a trop d'offres, et il n'y a pas assez d'activités en retour, et par conséquent tout le monde, un jour ou l'autre, se trouvera dans ce dilemme-là, en train de se dire, il est évident que dans un micro-marché, si on n'atteint pas l'excellence, on ne va pas pouvoir s'en sortir. Et ça, c'est général. Voilà. Moi, je prends le cas de Pointe-à-Pitre. Vous avez le projet Caru-Carabé. C'est incompréhensif qu'on ne puisse pas comprendre à quel point ce projet est salvateur pour Pointe-à-Pitre, mais pour toute la Guadeloupe entière. Vous prenez le projet Action Cœur de Ville. C'est aussi salvateur pour Pointe-à-Pitre. Il y a 2 villes, Pointe-à-Pitre, Abîme, qu'ils ont jumelé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, et avec Basse-Terre. Ce sont des chances. Regardez, Basse-Terre récupère son label ville Ardissois, Pointe-à-Pitre l'a perdu depuis 2013. Qu'est-ce qu'elle fait pour le retrouver? Donc, tout ça additionné l'un après l'autre, on s'est tous posé des questions. Si on reste là, que rien ne change, on va tous mourir dans le même bocal. Et donc, autant essayer de perdurer un peu plus. Alors, quand on regarde l'histoire, on n'aurait pas eu la zone franche. Il y a longtemps que ce qu'on connaît aujourd'hui, on l'aurait connu bien avant. D'accord ? La zone franche a permis un ballon d'oxygène, mais qui n'a pas été accompagné par les services municipaux.
Il fallait développer ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On a délocalisé des zones. Donc, ceux qui bénéficiaient de l'exonération zone franche ont suivi ces zones. Or, initialement, si je ne m'abuse, c'était tout le centre-ville qui devait être en zone franche. C'est ce qui avait été demandé. C'est ce qui avait été demandé, mais ce n'est pas ce qui avait été obtenu. Alors, qu'est-ce qui a fait que... Alors, c'est vrai que ceux qui l'ont obtenu se sont fait des ennemis de ceux qui ne l'ont pas obtenu. Oui, c'est clair. Mais ce n'était pas une décision de leur fait, puisque à l'origine, c'était tout le centre-ville qui devait être en zone franche. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, le projet Karu-Karabé, ben, écoutez, il faut le développer. Hein. Ouais. Il faut y aller parce que il n'en reste pas d'autres. Pointe-à-Pitre n'est pas une ville. Mais il a en bonne voie ce projet ou pas? Parce que bon, on a l'impression que la région s'est un petit peu investie dedans, mais du point de vue de la municipalité, j'ai pas entendu un son de cloche. Mais elle ne peut pas. Ouais. Elle n'a pas les moyens. Ouais. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui me dit que je suis à l'origine du duty free. Arrêtez, on nous a sorti un projet des années 80 qui existait le comptoir des affaires ou le comptoir du commerce, où cette espèce de duty free existait déjà dans le code douanier. Oui, mais si vous ne l'appliquez plus, c'est qu'il n'a peut-être pas été bon. Donc il fallait un peu le nettoyer, le rénover et l'appliquer à la nouvelle règle. Ouais. Ce que nous demandons aujourd'hui, nous, c'est qu'il y ait une détaxe complète. Si demain, l'artisanat local doit être compétitif avec l'artisanat, je dis n'importe quoi, de Saint-Domingue ou de Cuba ou des îles anglophones, eh bien qu'on applique une détaxe qui rende le produit fabriqué en Guadeloupe compétitif par rapport à celui qui est fabriqué à l'extérieur. Ouais. Un point, c'est tout. Et j'avais un peu essayé de faire comprendre que le port devait être ouvert à la ville et la ville au port, parce que c'est ce qui se passe dans toutes les îles anglophones ou les espagnoles. Et donc, c'était incompréhensif pour nous, en tout cas, qui participaient à ces discussions, de voir qu'il n'y avait pas ce déclic dans la municipalité. Et donc, on s'est posé des questions sur la réelle raison ou la finalité économique de la ville de Pointe-à-Pitre. Moi, personnellement, je donne mon opinion, j'en viens à une conclusion toute simple, c'est que ça n'a jamais intéressé. C'est pas leur truc. Quand vous avez une ville qui a 73% de logement social, c'est là leur truc. Oui, c'est le problème. Voilà. Et c'est le problème de Pointe-à-Pitre. Alors, l'autre problème au niveau commercial, c'est les pacotilleuses. Ben, là aussi, le premier magistrat de la commune, ça vous a pas échappé que ce soit le maire. Oui. Donc, si lui veut bien faire une demande à la préfecture se fera un devoir d'exaucer cette demande. Oui. Visiblement, ce n'est pas fait. Et donc, il faut bien comprendre, et je ne veux pas rentrer dans les détails qui risquent de crisper certains ou certains, mais quand en 1994, M. Ibo-Simon met le père Bangou en ballottage, 94-2014, je ne vais pas plus loin dans le raisonnement, je m'en tiens là. Et donc, vous comprendrez la complexité de Pointe-à-Pitre et vous comprendrez que nous étions, la société civile, très ancrée dans cette alliance politique des opposants qui faisait qu'on pouvait sortir de ce cauchemar-là. Parce que la réalité de l'histoire, ce qui a fait la force d'une famille est devenu le cauchemar d'une ville. Qu'on le veuille ou pas, c'est la vérité. Alors, revenons un petit peu sur l'aspect politique, parce que vous avez fait venir il y a quelques semaines déjà, vous avez promis de vous faire revenir pour donner un point de vue un petit peu global sur ce qui va se passer. Nous sommes à moins d'un mois des élections. L'union ne s'est pas faite, sauf Barfleur qui a glissé chez Bangou. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de préparer le retour de Bangou? C'est la question que je vous avais posée avant, et je vous la repose aujourd'hui, à moins d'un mois des élections. Alors, il y a un mois, je vous ai répondu oui, si ça reste dans cette configuration, oui, il y a des chances. Mais on discute entre nous, on fait les quartiers, on entend les Pointois discuter entre eux. Il est évident que le retour de M. Bangou aux affaires a été considéré comme une insulte vis-à-vis des Pointois. Et ça, je peux le comprendre. Oui. Bon. Au niveau de la société civile, il y a un long moment que nous savons que M. Jacques Bangou n'avait pas pour priorité la redynamisation économique de sa ville. Et donc, quand on voit les différents rapports de la Chambre régionale des comptes, voilà, c'est une preuve que, franchement, ça fait 20-25 ans qu'on ment tout le monde, et ça fait 20-25 ans qu'on hypothèque le capital dynamique de la ville de Pointe-à-Pitre. Et donc, moi, je me dis, être aux manivelles aussi longtemps, n'avoir pas pris la mesure de cette faillite-là, c'est qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut expliquer à la population. J'ai pensé, honnêtement, que M. Jacques Bangou aurait démissionné pour ne pas revenir, pour prouver sa bonne foi, comme font les ministres ou les secrétaires d'État qui ont été inculpés dans une affaire. Mais non, il revient pour prouver son honnêteté. Mais non,
Moi, c'est pas ton honnêteté que je voudrais que tu nous prouves. C'est tes capacités à sortir la ville dans le cauchemar que tu l'as inscrit. Oui. Et donc aujourd'hui, moi je garde espoir. Je garde espoir parce que on ne peut pas tous être frappés d'amnésie. On peut pas. On ne peut pas tous être uniquement à la quête de la petite faveur. C'est pas possible. Aujourd'hui, pour prendre des chiffres tout simples, Pointe-à-Pitre a plus de déficit que la communauté sud-Basse-Terre. Oui. 80 000 habitants, 75 millions d'euros de déficit, 17 000 Ça peut arriver habitants. jusqu'à 90, on m'a dit. On avait prévu pour 2019 90 millions. Ouais. Bon. Vous verrez que le budget ne se fera pas avant les élections, il se fera certainement après. Vous verrez aussi que tout ce qui a été décidé, le peu qui a été décidé au vu des élections municipales de mars 2020, boucher des toits trous, éclairer des toits tibétains, couper des toits zèbres, ça ne sera pas financé par le budget 2019, 2020. D'accord. Et donc, il y a encore une... Voilà, c'est un maquillage qui devient insultant aux yeux du Pointois. Et alors la question politique demeure, la question de l'union, on a vu un petit peu le nombre de candidats, il n'y en a pas un peu trop? Il y en a toujours eu trop. Oui. Il y en a toujours eu trop. Vous prenez les résultats de 2014, le sortant avec toute son équipe, Brédan, Galvani, Mehdi Keïta, Marlène Mélis, font 3426 voix. Ouais. 49% de votants, 51% de non-votants, 3426 voix. Quand vous additionnez les oppositions, Oui. c'est tout vu. Oui. Donc c'était là le raisonnement qu'on avait. D'accord ? Aujourd'hui, en plus de ce calcul-là, vous avez la conclusion de la Chambre régionale des comptes, vous avez l'état de la ville en elle-même qui se dégrade jour après jour. Il faut voir ce que c'est. Venez promener une caméra au centre-ville de Pointe-à-Pitre. On le voit au Vous quotidien. verrez que il y a un non-sens. Ça n'a plus aucun intérêt. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Donc, voilà. C'était salutaire pour M. Jacques Longoud de rester... de prendre une retraite anticipée. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, non, je garde espoir. Je garde espoir parce que, écoutez, Pointe-à-Pitre se casse la figure pour de bon. On entraîne Cap Excellence. Ouais. On entraîne Cap Excellence. D'accord ? Vous voyez bien qu'aujourd'hui, Cap Excellence est en train de traîner des pieds pour faire ce qu'elle devrait faire sur Pointe-à-Pitre. Par exemple, le centre des arts. Mais il n'y a pas que ça. Non, Le centre des arts, c'est très visible, ça. Voilà, d'avoir acheté la Renaissance depuis aussi longtemps et de l'avoir laissé en cet état-là, en ayant bloqué tout un quartier. Enfin, vous voyez très bien qu'il y a des inepties, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Y a-t-il un marché à Pointe-à-Pitre qui fonctionne et qui gagne de l'argent ? Ils perdent tous de l'argent. Ils sont tous mal entretenus, mal gérés. Enfin, il y a vraiment un problème de management à tous les étages au centre-ville de Pointe-à-Pitre. Et donc, moi, je ne peux pas me résoudre à me dire, bon, ok, toute cette population qui ont bénéficié 30, 40 ans de ce qui a donné l'État, parce que c'est l'État qui a construit Pointe-à-Pitre, c'est l'État qui a rénové Pointe-à-Pitre, c'est l'État qui a donné la zone franche et le projet Action Cœur de Ville aujourd'hui. C'est pas une équipe qui est à l'origine de tout ça. Alors, à un moment donné, que la logique, que la raison se fasse, que la responsabilité arrive et qu'on essaye de redonner un espoir aux Pointois et à la ville de Pointe-à-Pitre en changeant l'équipe. Peut-être, je suis désolé, 60 ans de la même équipe, ça favorise pas l'alternance. Voilà, on peut dire ça comme ça. Si encore cette alternance avait été productive, bénéfique pour la ville, on aurait pu se dire, ouais, pourquoi pas ? Mais qu'aille fait un villa pour dire quand on mettait ça en place ? C'est pas possible, quoi. Écoutez, le constat est plutôt très pessimiste. Hein. Non, je n'ose pas le croire. Je vais garder mon côté optimiste et je vais me dire, non, tous les Pointois ne peuvent pas être frappés d'amnésie ou assujettis à des failles de tolérance. Beaucoup de Pointois qui quittent Pointe-à-Pitre vivent à l'extérieur et ce qui explique la désaffection lors des votes. Parce qu'on se dit aussi que probablement, il y aura une abstention importante dans ces cas-là. L'abstention a toujours été importante à Pointe-à-Pitre. Oui. On est passé de 13 000 et quelques à 11 000 et quelques votants, bien que je trouve que ça fasse beaucoup quand même. C'est-à-dire que 16 000, un peu plus de 16 000 habitants, 11 000 inscrits, c'est un peu compliqué. Enfin, on en restera là pour cette observation. Maintenant, oui, mais il ne faut pas croire que les gens qui habitent aujourd'hui à Pointe-à-Pitre ne continuent pas à voter à Pointe-à-Pitre.
On consulte les listes Même ceux électorales. qui vivent à Vernou, qui habitent Bémao, ils Les gens vivent- connaissent, figurez-vous. Ouais. Alors évidemment, le but du jeu de la municipalité, c'est de les faire sortir de la liste. Oui. Mais il y en a encore qui se sont inscrits. Ouais. Et il y en a d'autres qui se sont réinscrits, et il y en a d'autres qui se sont inscrits. D'accord. D'accord. Et donc, on garde espoir. On garde espoir sur... parce qu'on n'a pas le choix, voyons, M. Zandonis, quand on regarde bien l'état de la ville, quand on regarde l'état de l'entreprise pointoise, c'est catastrophique, quoi. Moi, je me demande comment on peut imaginer demain dire « je reviens aux manettes avec l'ambition économique ». Mais de qui se moque-t-on ? Mais de qui se moque-t-on ? Avoir un impôt confiscatoire, une ville qui est sécurisée, non pas grâce aux services municipaux, hein, c'est aux efforts de la préfecture et de la police nationale. Ça, il faut le reconnaître. D'accord ? Ce qui aurait pu être réglé rapidement, c'est l'insalubrité. Oui. Or, visiblement, ça ne se règle pas. L'hygiène même. Mais l'hygiène, les rats, Ouais. l'odeur, les Ouais. caniveaux, c'est dégueulasse. Ouais. Les ordures qui sont ramassées à 10 h du matin. Mais de qui se moque-t-on, franchement ? Franchement, il y a comme une espèce de psychiatrie à analyser. C'est pas normal, ça. Moi, j'arrive pas à comprendre comment on n'a pas un sursaut d'orgueil, d'amour-propre. Putain, je suis maire d'une ville depuis 12 ans. J'étais à côté de mon père depuis une trentaine d'années. Je peux pas la laisser aussi dégueulasse. C'est pas possible. Voilà. Donc, j'ose espérer, et je le crois, honnêtement, qu'il y aura un sursaut sur un outsider qui a envie de poser des bonnes bases. Voilà. Ouais. Donc je garde espoir. Juste un petit mot, vraiment comme ça pour poser la question. Est-ce que aujourd'hui qu'on voit l'état de Pointe-à-Pitre du point de vue, j'ai envie de dire, de son environnement, Pointe-à-Pitre peut devenir une ville verte? Elle le doit. Ouais. Elle le doit parce qu'elle n'a pas d'autre alternative. Ce n'est pas une zone industrielle, ce n'est pas une zone agricole. Ouais. Qu'est-ce qui lui reste ? Qu'est-ce qui lui reste ? C'est de penser un projet économie durable. Ouais. Alors, je ne suis pas particulièrement écologiste, Oui. mais je comprends qu'il en faille la nécessité. Ouais. Et je comprends aussi que toutes ces villes qui se sont rénovées, toutes ces villes qui sont redevenues dynamiques, ont traité la matière écologique. Oui. La durabilité d'une ville, c'est pas l'histoire d'être costaud, c'est de prévenir les générations à venir dans la sécurité, dans la propreté, dans tout. Il fait bon de vivre dans une ville durable. Et durable, c'est penser comme ça. Pas polluer, que le citoyen se sente agréablement à vivre dans sa ville. Et c'est ça le principe. Et donc, ayant discuté, ayant lu à droite à gauche, je me suis rendu compte que c'était peut-être la solution de Pointe-à-Pitre. Et vous remarquerez que certains candidats à la candidature sont en train de reprendre ce thème-là. Ouais. D'accord ? Et donc, c'est évident que là, il faut rendre Pointe-à-Pitre ville durable, mais ville végétalisée, productrice d'énergie verte, bleue, propre. D'accord ? Et une raison toute simple, vous avez 12 km de littoral. Ouais. Avec un courant marin alternatif 2 fois par jour. C'est ridicule de ne pas y penser. De végétaliser les toitures, rendre des capteurs sur les toitures, produire son énergie. L'énergie, la lumière que vous utilisez pour l'éclairage public. Les ordures ménagères, créer du compost. Ouais. Et de l'énergie aussi, c'est faisable. Moi, j'ai découvert ça en lisant. Et là, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on soit si à côté de la PAC ? Et effectivement, la partie de M. Harry Durimel, qui est l'écologiste pointois, peut-être à la solution. Merci. 12h55, je vous remercie. Merci à on moi. avait prévu faire 2 entretiens avec vous sur Pointe-à-Pitre en tant qu'observateur. Ça y est, c'est fait. On vous reverra peut-être après le 22 mars. J'espère. Et on saura ce qui s'est passé. Voilà, 12h55. On Merci prend à vous. La première pause et on se retrouve tout à l'heure pour le développement du journal avec Naïla Daubin et puis parler aussi avec Madame Sylvie Gustave, dit du Floy tout à l'heure. Voilà, il est 13h01. On retourne sur le plateau du ZCL News. Je vous l'ai dit, on va recevoir successivement Gilles Casimir, qui est coach professionnel. Bonjour. Bonjour, bonjour.
il tiendra une conférence dans le cadre du mois de l'Afrique sur de l'estime de soi, l'affirmation de soi. Je vous expliquer tout à l'heure comment faire. On recevra aussi Mme Sylvie Gustave-Di Duflo, qui est conseillère régionale et qui a été nommée à la biodiversité. On fera le point avec elle justement sur ces questions, sur les 56 espèces de flore. Pour l'instant, on revient à l'actualité. L'actualité, c'était hier, ce contrôle sous le port, Naïla. Tout à fait. Opération de contrôle de taxi VTC Loti au port autonome de la Guadeloupe. Il faut savoir que ce lundi, c'est le 4e contrôle des véhicules de transport particulier de personnes. Donc, forces de police, gendarmes, DIET, URSAF, DEAL ont participé à ces diverses opérations. Un message fort est envoyé vers les conducteurs afin de les alerter sur l'importance de respecter les règles justement en matière de sécurité et surtout la qualité du service rendu. Sur 160 de contrôles, 69 véhicules ont été estimés en infraction. Reportage Michel Depape. Une concurrence déloyale et on se demande si les services de l'État n'ont pas voulu jouer la paix sociale. Parce que la question que l'on se pose là maintenant, c'est ça. Parce que si vous rentrez à l'intérieur, vous pourrez vérifier mes dires, tout le monde fonctionne avec un prix à la personne. Mais ça, c'est notre réglementation. Parce que moi, j'ai été clandestin, j'ai été transporteur dit marron, et les services de DL m'ont embêté pour avoir une licence LOTI. À aucun moment, il y en a un d'eux qui m'a demandé d'aller passer mon examen de taxi. Et une fois que la croisière est terminée, on se retrouve avec ces messieurs sur la route en train de faire du transport urbain. Alors on se demande qu'est-ce que nous sommes supposés faire. Et on entend les médias dire, on entend les services de l'État dire que tout se passe bien sur la croisière. Tout se passe bien pour les taxis sur la croisière. Et moi, je dis que c'est une honte pour la Guadeloupe parce que les clients qui sont amenés à prendre un taxi en Guadeloupe, ce ne sont pas des clients qui prennent un taxi qu'en Guadeloupe. Ils savent ce que c'est un taxi. Alors, je demande au préfet comment il fait pour autoriser ceci sur un port autonome. Parce que ce sont des personnes qui prennent, regardez, la voiture, elle est allumée en rouge, ça veut dire que le compteur kilométrique est allumé. Sauf que les gens ne payent pas le prix qui est inscrit au compteur kilométrique. Alors, voilà quel est notre problème aujourd'hui. Et regardez la quantité de policiers et d'agents de l'ADL que nous avons autour du port, ils sont là pour nous. Donc il y a un problème quelque part. Alors, ce sont des opérations de contrôle que nous avons programmées dans le cadre de la commission 3 transports, commission T3P, pour renforcer la qualité du service rendu à l'occasion de l'arrivée des bateaux de croisière. Donc depuis le début de la campagne, nous avons conduit 3 contrôles coordonnés et aujourd'hui, c'est le 4e contrôle coordonné de la saison. C'est bien entendu un objectif pour nous de qualité de prise en charge des croisiéristes qui se rendent sur les sites touristiques de la Guadeloupe. Et lors de la dernière réunion de la commission, nous avons donné le résultat des chiffres des infractions relevées et ces chiffres sont élevés puisque sur les 108 véhicules qui ont été contrôlés, il y en a 60% qui sont en infraction. Donc on voit bien à travers cette démarche de contrôle renforcée par les services de l'État que l'objectif de qualité, même si il s'est amélioré par rapport à ce que nous avons connu l'année dernière au Grand Port, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et je crois que les 3 professions qui sont concernées, en tout cas c'est ce qu'elles ont dit à l'occasion de la dernière réunion, sont prêts à avancer sur le sujet et à aller encore au-delà dans la qualité de prise en charge des croisiéristes. Donc c'est un travail qui nous engage tous. Je peux vous assurer qu'il y aura encore des contrôles coordonnés avant la fin de la saison croisière. L'engagement est d'en faire 2 par mois. Cet engagement sera tenu et bien entendu, je rendrai compte à l'occasion des réunions de la commission T3P des résultats. Et nous verrons ensemble comment améliorer la qualité de la prise en charge. Voilà, je vous l'ai dit, on va recevoir Gilles Casimir, qui est coach professionnel et qui interviendra dans le cadre du mois de l'Afrique sur une conférence de l'estime de soi, l'affirmation de soi. Alors, je vous pose la question, Gilles Casimir, bonjour. La thématique, c'est entreprendre ensemble, oui, dans le cadre Guadeloupe, Caraïbes, Afrique. Comment votre conférence intervient-elle dans ce cadre-là? Alors oui, il y a 2 conférences, donc demain à 19h à Sainte-Anne, oui, mercredi, et également samedi à 18h à DE. Alors, entreprendre ensemble, Caraïbes, Guadeloupe, Afrique. Oui. Et c'est vrai que pour avoir échangé notamment à Miami en octobre dernier avec des entrepreneurs de la diaspora, oui, on a constaté, et vous le savez certainement, que où qu'on se trouve dans le monde, on est confronté aux mêmes écueils, aux mêmes freins qui touchent à l'estime de nous-mêmes. L'estime de soi, c'est la valeur que l'on se donne à soi-même, le regard que l'on a sur soi.
Et pour entreprendre, il est difficile justement d'entreprendre si on a un regard négatif sur soi, puisque ça a un effet direct sur la confiance en soi. Je suis capable de me vendre, capable de vendre mes produits. Et puis enfin, l'affirmation de soi. Donc c'est un cheminement qu'on va faire ensemble, en bonne humeur, avec ma franchise habituelle. Et il s'agit de développement humain, d'abord. Oui. Mais très très souvent, il y aura des parallèles avec la situation de la Guadeloupe. Et c'est en cela que c'est intéressant, puisque le thème, c'est bien sûr entreprendre. Et globalement, vous sentez que les Guadeloupéens n'ont pas cette estime d'eux-mêmes et cette envie d'entreprendre, ou bien il leur manque quelque chose pour les booster un petit peu? Moi, je ne sais pas, je n'ai pas de certitude sur tout le monde. Je sais simplement que ces thèmes doivent être abordés. Oui. Ce sont des sujets que j'ai abordés récemment dans plusieurs lycées, en tout cas ceux qui ont accepté de me recevoir. Et nous constatons que même dans l'éducation, à aucun moment on parle de l'estime de soi, de la valeur que l'on a, ni de la confiance. Ce n'est jamais... Mais on a le sentiment, Gilles Casimir, quand même que c'est une sorte de, j'ai envie de dire, d'évidence aujourd'hui. Ça revient régulièrement. Il y a 10 ans, on ne parlait jamais de ça, de l'estime de soi, ni de l'affirmation de soi, ni du tout. Jamais. Pourquoi? C'est une découverte, c'est une nouvelle découverte? Non, mais ça fait partie de l'évolution de la société moderne. Aujourd'hui, on va vers le développement humain. Oui. Regardez depuis 10 ans ou depuis 20 ans, 30 ans, comment la Guadeloupe s'est développée. Beaucoup d'infrastructures, beaucoup de nouvelles lois, beaucoup de bâtiments, de belles voitures. À aucun moment, il y a eu d'investissement sur l'être humain. Oui. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'être humain est quand même au cœur de la société. Oui. On voit bien que les relations humaines sont compliquées, le dialogue social même est compliqué. Donc on se rend compte, comme vous l'avez dit, de cette évidence de devoir investir sur l'être humain. Oui. Oui. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous poser la question. Un chef d'entreprise, avant même de se lancer dans son entreprise, devrait faire son auto-coaching, voir un peu à quel état d'esprit il est, etc., sa motivation. Oui, c'est ce qui est fait déjà depuis de nombreuses années à l'étranger, et depuis 10-15 ans en France, et depuis peu en Guadeloupe. Et c'est vrai qu'on a ce réflexe, il y a beaucoup de coachs, oui. Des coachs en toute bitin. Ah oui, ça c'est clair. C'est simplement parce qu'il y a un gros besoin. Il y a des coachs pour les coachs même. Oui, mais chaque coach doit être supervisé. On ne peut pas coacher quelqu'un si soi-même on n'est pas en phase avec soi-même. Oui. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire chez vous il y a peut-être 1 an ou 2, le coaching n'est pas du tout du conseil. Oui. Donc on n'est pas là pour dire aux gens quoi faire dans leur vie. Oui. Maintenant, effectivement, avant d'investir dans un projet, avant d'investir de grosses sommes, de choisir un banquier, de choisir un comptable, il est important déjà de se connaître. C'est la base de tout. Oui. C'est une nouvelle dynamique particulière. Alors, par rapport, parce qu'il y a une nouvelle dynamique aussi qui est en train de s'établir, c'est qu'il y a de plus en plus de Guadeloupéens ou d'Afro-descendants qui veulent investir en Afrique. Oui, tout à fait. Alors, votre conférence va leur donner ce coup de booster qu'il faut, d'accélérateur, leur dire, parce que vous savez très bien que pendant longtemps, il y a on le dit comme ça, les Guadeloupéens ne se sentaient pas très africains, ni même afro-descendants, rien du tout. Le terme est venu, non pas à la mode, mais enfin, il s'est un petit peu entré dans le quotidien aujourd'hui. Un coach aujourd'hui, il doit tenir compte de ce... Tout à fait. Et vous dites souvent que c'est nouveau, ce n'est pas si nouveau que ça, c'est nouveau chez nous. Non, je parle de la Guadeloupe. Oui. Alors, notamment, j'ai eu l'occasion de coacher donc, à Miami des entrepreneurs africains. J'ai l'occasion le mois prochain d'aller à Washington. Donc, c'est une problématique qui est générale. Maintenant, vous savez, le personnage central, l'invité central du mois de l'Afrique, c'était Julius Garvey. Oui. Donc, le fils de l'illustre Marcus Garvey. Tout à fait. Marcus Garvey, son histoire, c'est que ça a été le premier... Panafricaniste. Oui. Mais le premier à dire aux Noirs, aux États-Unis, vous pouvez entreprendre. Vous pouvez créer vos laveries, vous pouvez créer vos libres-services, vous pouvez entreprendre. C'est le premier qui a donné cet élan de confiance en soi et qui a incité ce mouvement de retour vers l'Afrique que tous n'ont pas suivi. Oui. Donc ça va dans ce sens. Vous savez, aujourd'hui, on ne se dit pas assez qu'on a de la valeur. Nous avons de la valeur. On ne le dit pas, on ne l'entend pas. On a besoin de se l'entendre dire de l'extérieur. On a besoin de l'assentiment de l'autre. Je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, sur votre plateau, je fais une faute de français. Un coup de roche, comme on disait. Un coup de roche. Il dit, pour gars, mais c'est pas fait l'école, mais c'est fait l'école des tableaux. Alors que si vous invitez un Anglais, et que l'Anglais dit, oh, la belle voiture, vous allez trouver ça sexy. Pourtant, l'Anglais qui parle français, il est bilingue. Moi, en tant que Guadeloupéen, je suis bilingue. Je dois m'autoriser à faire des fautes. Oui.
J'ai grandi avec 2 langues. Vous voyez le regard que l'on a sur soi, l'importance que cela a. C'est l'aliénation. Alors que dès qu'on se retrouve avec quelqu'un qui vient de l'extérieur, déjà il a toujours raison. Oui. Puisque souvenez-vous, sur votre plateau, je vous avais donné la pertinence du coaching, qui avait été mal perçu à l'époque, et il a fallu simplement que des présidents de fédérations de coachs de l'Hexagone arrivent en Guadeloupe et soient reçus par toutes les collectivités. Et je ne vois pas ce qu'ils ont dit de plus que ce que les coachs de Guadeloupe disaient. Oui. Donc ce regard sur nous, sur notre propre valeur est fondamental. C'est le socle même. Et c'est par la suite qu'on se dira, eh bien, je suis capable d'investir. Je suis capable de faire ça. Je suis capable d'aller vers l'extérieur. Voilà. Rendez-vous donc demain. Donc demain 19h au Centre culturel de Sainte-Anne, au boulevard Ibéné, et samedi 18h à la bibliothèque de DE. Je tiens à envoyer un remerciement particulier à l'association Racine et également à l'ONG internationale qui s'appelle Africa Femmes Performantes. Je représente la section Caraïbes, dont la présidente est le docteur Mirabel Ondoua, qui est d'ailleurs une authentique reine africaine. Donc je vous invite à l'inviter. Et nous allons en mars, d'ailleurs, dans un colloque à Washington, nous serons réunis les 20 femmes les plus puissantes du monde, mais les 20 femmes afro-caribéennes. Afro-caribéennes? Oui, nous allons représenter la Caraïbe, mais nous l'avons fait déjà en octobre et nous le ferons à nouveau à Washington. Et si des élus veulent nous accompagner, c'est un grand plaisir. Tenez-nous informés. Alors, ne partez pas puisque Madame Sylvie Gustave Duflo a été nommée administratrice de l'Office français de la biodiversité. Alors, je pose la question à Sylvie. Est-ce qu'elle a été coachée avant de prendre ce poste? Non, je n'ai pas été coachée, mais de toute façon, nous... en Guadeloupe, on a un appétit dévorant pour notre biodiversité. Donc, lorsque l'Office français de la biodiversité vous sollicite pour représenter toutes les régions ultrapériphériques, Danick, on n'a pas hésité. Oui. De toute façon, la Guadeloupe devant et les territoires ultramarins, 80% de la biodiversité, il n'y a plus à tortiller pour savoir ce qu'on va faire ou pas faire. Oui. Alors justement, qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous avez été nommée administratrice de l'Office français de la biodiversité. On sait tout le combat qui a été mené par Henri Joseph, entre autres, et des gens comme ça. Qu'est-ce que ça va changer pour notre biodiversité qui n'était pas prise en compte dans le système français? On parlait même de nous piller, de nous empêcher de produire des choses que nous récoltons. Alors qu'est-ce qui va changer en tant qu'administratrice vis-à-vis de l'environnement, de tout cet écosystème? Parce que vous allez être un petit peu toute seule dans ce monde. Non, je ne vais pas être toute seule, puisqu'il y a d'autres ultramarins qui vont faire partie également du conseil d'administration, mais ils vont siéger, parce que moi je représente la puissante association des régions de France, oui. Et donc les régions ultrapériphériques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le centralisme parisien, on fait un gros travail, nous les territoires ultramarins, pour dire, vous prenez les décisions, mais le terrain et 80% de biodiversité sont dans les territoires ultramarins. Oui. Et donc, habituez-vous aujourd'hui à avoir du bottom-up, c'est-à-dire le terrain qui dit ce qu'il lui faut, et ensuite, on essaie de mettre en application, de co-construire ce qui est favorable pour nous. Et je crois que c'est ce regard très critique qu'on a porté. Je ne vous cache pas que lorsque la première mouture de l'OFB est tombée, il y avait comment dirais-je, 13 départements, il y avait un département par région, et il y avait, pour toutes les régions ultrapériphériques, un département. Alors qu'on sait bien que la problématique de Mayotte est différente de celle de la Guyane, qui est différente. Eh bien, on a secoué... alors, pour le cas de le dire, on a bien secoué le cocotier, puisque du coup... C'était le pommier, là. Ah ouais, non, on a emmené notre cocotier, et puis on l'a secoué. On l'a secoué à Paris. Oui. Et donc, du coup, on a fait un tel ramdam, mais ça a été, depuis Maïna Sage, la députée de la Polynésie française, Patrick Lecomte de la Guyane, Sylvie Gustave Duflo en Guadeloupe, et puis plein d'autres. On leur a dit, mais c'est pas possible. Donc, du coup, au lieu de nous mettre parmi les régions, ils nous ont donné une direction spéciale Outre-mer. D'accord. Donc, voilà. Ça veut donc dire... Avec les moyens qu'il faut? Alors, les moyens, c'est maintenant qu'on va les discuter. Justement. Voilà. C'est ça la question centrale. Et les moyens, c'est maintenant qu'on va les discuter. Alors, je vous rappelle que l'Office français de la biodiversité remplace l'Agence française de la biodiversité, et elle intègre également l'ONCFS, c'est-à-dire l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Oui. Et cet OFB gère aussi bien la biodiversité que l'eau,
je dirais potable, et les milieux aquatiques naturels. Donc on voit l'enjeu qui se dessine pour nous, la Guadeloupe, puisque nous avons encore 400 millions d'euros d'investissement à mettre sur les canalisations. Et puis on a des problématiques à Mayotte, en Guyane, également sur ces aspects-là. Et je vous assure... La Martinique n'était pas représentée ? La Martinique, alors j'ai pas encore regardé en détail si la Martinique était représentée, mais en fait je crois que ce gouvernement a voulu mettre en avant les territoires ultramarins qui sont les plus offensifs. D'accord. Voilà. Et comme nous, de toute façon, nous sommes en train également en Guadeloupe de créer l'Agence régionale de la biodiversité. Oui, justement, j'allais y venir. Au 1er janvier 2021. Et comme on a déjà dit que cette Agence régionale de la biodiversité, c'est pour peut-être créer nos propres lois, comme on le fait pour l'énergie, parce que voilà, on a... Enfin, je prends souvent cet exemple, mais il est extrêmement révélateur. Vous avez des expéditions océanographiques, Carubantos 1 et 2, 100 nouvelles espèces découvertes, donc 80% qui sont propres à la Guadeloupe. Les chercheurs sont partis avec toutes les espèces, même pas un petit échantillon qu'ils ont laissé en Guadeloupe pour nos étudiants. Aujourd'hui, c'est 100 nouvelles espèces. Si nos étudiants veulent les voir, il faut qu'ils aillent à Amsterdam, il faut qu'ils aillent à Paris, parce que les échantillons ont été dispersés un peu dans le monde pour pouvoir faire du séquençage génétique, etc. Mais le petit étudiant guadeloupéen, il faut qu'il aille dans les laboratoires ailleurs pour... retrouver ceux qui reviennent sur sol. Et 80% d'endémie, c'est-à-dire qu'on ne le retrouve ni en Martinique, ni à Saint-Martin, on le retrouve uniquement en Guadeloupe. D'accord. Et donc, ces messieurs du muséum m'ont dit, nous sommes partants pour un Carubantos 3, mais un Jadillo aux conditions de la collectivité régionale. C'est-à-dire que, lorsqu'ils ont la possibilité de faire plusieurs échantillons, qu'un échantillon reste à l'université pour que nos étudiants puissent apprécier ce que la biodiversité, pour qu'on puisse faire un cours avec, ne serait-ce que ça. Oui. Donc l'Agence régionale de la biodiversité, c'est elle aussi qui va réguler ce genre de choses pour qu'on arrête un petit peu, pas de se faire piller, parce que la connaissance, elle est toujours intéressante, mais que, que le bénéfice soit pour nous, peuple autochtone. Oui. Est-ce qu'il y a, Sylvie, déjà, je ne sais pas si on peut appeler ça un annuaire, enfin, un répertoire des espèces existantes dans notre biodiversité guadeloupéenne? Oui, ça c'est le travail que fait le Conseil régional scientifique, le CRSPN, pour le patrimoine naturel. Ils ont recensé, au fur et à mesure des découvertes, ils recensent toute notre biodiversité. Ils recensent également les espèces exotiques envahissantes, puisqu'on en parle, puisqu'il va y avoir un colloque en Martinique. Et donc, c'est également cet organisme qui est géré par des scientifiques locaux et nationaux et qui recense un petit peu ce qui est une espèce exotique envahissante, qui également fait une proposition au ministère de la Transition écologique pour les classer au niveau de la Commission européenne comme espèces exotiques envahissantes. Donc oui, on a un répertoire de notre biodiversité, ce qui est endémique, ce qu'on va retrouver dans d'autres îles de la Caraïbe, et puis tout ce qui est... Et ce qui est particulier à la Guadeloupe? Ce qui est particulier aussi à la Guadeloupe, évidemment. Et de la protection, alors? Alors, évidemment, par exemple, sur ces 100 nouvelles espèces, dont 80% sont endémiques, on a tout à découvrir, en fait, puisqu'on ne les connaissait pas avant. Et en plus, je rappelle que ces 100 nouvelles espèces ont été découvertes en proche côtier marin. On n'est même pas encore allé voir les fonds. Oui. Donc on peut imaginer la richesse. Il y a une richesse, c'est ce qu'elle a dit, il y a une richesse. On peut imaginer la richesse. Donc là, tout est à faire, puisque ces espèces, pour déclarer qu'elles soient nouvelles, il faut les séquencer génétiquement. Pour voir qu'elles ne correspondent à aucune autre espèce déjà répertoriée. Et ensuite, c'est là que nos chercheurs, nos étudiants qui travaillent sur la biodiversité vont rentrer en lice pour pouvoir caractériser, faire de l'écologie, faire de l'écophysiologie, de la génétique, caractériser toutes ces espèces. Alors, je prends un exemple que j'ai connu dans ma jeunesse qui pratiquement a disparu, le dendé.
Oui, c'est vrai. On en trouve encore? Les espèces sont... Enfin, on en trouve, mais c'est très rare. Très rare. Oui. Alors, du point de vue de la biodiversité, ça veut dire qu'il va falloir replanter ça ou qu'est-ce qui va se passer? Je dis ça pour ça, mais il y a aussi le jacquier aussi, des plantes comme ça qui deviennent de plus en plus rares ici. Les pommes roses, Beau-Rivière, il y a beaucoup de choses aussi. Oui. En fait... ce que l'Agence régionale de la biodiversité va apporter sur le territoire, c'est justement un observatoire. Oui. Un observatoire de connaissances, c'est-à-dire ce que nous avions à un instant T, ce qui va nous rester, puisqu'il faut également qu'on fasse des simulations sur l'impact du réchauffement climatique. Oui, ça aussi, c'est important. Et donc, en fonction de ça, qu'on mette en place des politiques de s'il faut replanter. Préserver déjà ce qui existe. Et de préserver. Absolument. Vous aurez ce pouvoir? Oui, on aura ce pouvoir parce qu'en fait, cette agence régionale de la biodiversité, c'est un travail commun. On a mis tout le monde autour de la table, le parc national, l'ONF, le conservatoire du littoral. Le conservatoire du littoral qui est prêt à laisser la gestion du littoral à l'agence régionale de la biodiversité. C'est nouveau ça. Ah non, mais tu sais, Dany, que rien ne se fait sans peine et je peux t'assurer que nous sommes allés discuter au plus haut niveau pour leur dire cette agence, il faut qu'elle ait du poids. Là, c'est la dernière question, je la pose là à l'universitaire. Est-ce que tout cela, j'ai envie de dire, il y aura un lionnage avec l'université réellement? Ah, totalement. C'est-à-dire que c'est le travail qu'on fait déjà. C'est-à-dire que la région Guadeloupe, c'est le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Oui. Dany, nous sommes la collectivité régionale, je dirais, de tous les territoires français où nous investissons le plus dans l'enseignement supérieur. Oui. Que ça soit en finançant des laboratoires ou des choses, ou les formations ingénieurs, également en finançant les enfants. Nous sommes la seule collectivité régionale qui, lorsque les enfants n'ont pas la bourse du Crous, on finance des foyers modestes. D'accord ? Je sais même pour les doctorants, je sais aussi. Et nous sommes également, nous sommes parmi les premières universités ultramarines à avoir mis les contrats doctoraux, qui est un vrai salaire pour nos thésards. Oui. Et donc le lionnage se fait systématiquement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on finance ces étudiants-là à acquérir de la connaissance, nous développons la biodiversité. Et puis, parallèlement à ça, nous lançons des PO FEDER Recherche. Oui. On a mis 21 millions sur 2014-2020, 10 millions par tranche, ce qui fait qu'aujourd'hui, et surtout, les programmes de recherche sont appréciés par l'Agence nationale de la recherche. J'ai envie de dire, il faudrait davantage d'universités à la région. Je ne sais pas s'il faut davantage d'universitaires, mais en fait... Ça sert quand même, non? Ah oui, ça sert totalement parce que... en tant qu'enseignant-chercheur, je vois les étudiants, on accompagne la formation, on va jusqu'à la recherche. Et aujourd'hui, on a un tissu de recherche qui est en train de monter en compétences. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des laboratoires qui, grâce au travail qu'on a fait, vont sur des programmes européens, internationaux, et qui les décrochent. Oui. Et ça, c'est notre plus grande fierté. Oui. Lorsque Maria a eu lieu, quand le préfet a utilisé les données de simulation du laboratoire du BRGM et du laboratoire large, c'était des finances, c'était des études qui avaient été financées par la région Guadeloupe au travers du FEDER. Et donc, on est passé carrément du fondamental à appliquer, puisque ça a permis au préfet d'évacuer les personnes qui étaient en zone de submersion marine. Donc, il faut sauver l'université. Ah oui, non, mais... Alors, sauver l'université, ça dépend... Sauver l'université UA, pas couper l'université en deux. Sauver l'université, je ne sais pas sur quel plan, mais en tout cas, nous, au niveau de la région, et nous avons été extrêmement clairs avec le ministère et tous les médiateurs qui sont passés, la région Guadeloupe, de 2004 à aujourd'hui, c'est près de 80 millions d'euros d'investissement, tant en infrastructure qu'en accompagnement des chercheurs et des étudiants. Et ce qui a donné au pôle Guadeloupe un vrai boost. Et nous n'entendons pas, écoute bien ce que je te dis, j'écoute. Faire marche arrière au prétexte que nous devons aider d'autres pôles à se développer. L'investissement... Il y a 3 pôles en Guadeloupe. D'autres pôles. Moi, je parle de pôle
Non, mais je dis qu'il y a 3 pôles en Guadeloupe. Je parle de 3 pôles, mais moi je parle du pôle Guadeloupe et du pôle Martinique. Oui, mais je dis déjà en Martinique, il y a un pôle, mais en Guadeloupe, il y en a 3. En Guadeloupe, il y en a 3 pôles. Voilà. Et dans la fameuse règle de répartition, on ne tient même pas compte des surfaces. Oui. Si on devait Oui. tenir compte des Oui. surfaces, ce serait encore notre problème. Et donc, nous avons été extrêmement clairs. D'ailleurs, c'est très simple. Nous, la recherche, c'est dans le développement économique. Oui. Voilà. Donc, nous, on continue à pousser notre pôle de Guadeloupe et nous continuons à pousser nos étudiants, nos enseignants-chercheurs. Et moi, j'ai été très claire, il n'est pas question que nous faisons marche arrière. Bien, merci de cette intervention. On va vous suivre, en tout cas, comme administratif de l'Office français de la biodiversité et voir un peu si les choses vont avancer concrètement. Oui. De Bonsoir, façon... Villatif. Voilà, 13h27. Merci d'être venu. Le deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite du journal. Voilà, 13h33, la suite et la fin du ZCL News. On va recevoir des étudiants de BTS Agriculture. Alors, on va les citer. Valérie, bonjour. Nicolas. Oui, bonjour. Brian. Bonjour. Étudiant du lycée agricole BTS Développement agricole et Benoît Foucault-Pérafide, ingénieur apicole. Avec eux, on va parler tout à l'heure, parce qu'ils vont partir au salon de l'agriculture, et parler surtout de l'apiculture en zone bananière. C'est bien ça, hein? Tout à fait, exactement. Tout à l'heure. Pour l'instant, on revient à l'actualité. L'actualité, Naïla, c'est justement sur la route du Rhum de la canne à sucre. C'était à Sainte-Rose ce matin. Tout à fait, c'est la présentation de la première brochure consacrée à la route des Roms, de la canne et du sucre qui met en valeur justement le patrimoine de la Guadeloupe. En Guadeloupe, ce sont plus d'une dizaine de distilleries de rhummeries qui existent. Donc la route du Rhum, qu'on dit route des Roms, de la canne et du sucre, va marquer l'entrée de la Guadeloupe dans le spiritourisme. Alors c'est la question qu'on m'a posée. Est-ce que ça te parle, Danick, le spiritourisme? Pas spécialement. Pas spécialement. Oui. Effectivement, le spiritourisme, on a entendu parler de cette nouvelle façon de visiter nos régions à travers les entreprises. Des alcools, en fonction des alcools. Et des distributeurs. Si on se rappelle, il y avait Caraïbes Factory, une start-up de Sylvie Fibel-Puissant qui, en 2018, lors de la 40e route du Rhum de la Guadeloupe, avait fait la visite justement pendant une semaine. Il y avait des séminaires, des masterclass. Donc je pense que c'est un modèle qui a pris naissance et qui commence vraiment à montrer qu'en Guadeloupe, on peut montrer bien autre chose et surtout mettre en avant nos rhums et nos alcools. Reportage Charlie Dagonia. Permettrait à tous nos visiteurs de pouvoir découvrir ce que c'est que la route de la canne et du sucre. Parce que vous savez, aujourd'hui, le touriste ne cherche pas seulement tout ce qui est plage, du sable fin et machin, mais c'est aussi autre chose, une autre diversité. Comme nous avons ici de beaux sites touristiques. Donc, ce site permettra de faire découvrir aux visiteurs tout ce que nous possédons comme richesse en Guadeloupe. Techniquement, il a fallu quand même acheter des prestations, c'est-à-dire nous avons dû nous demander de l'aide pour faire l'inventaire des sites intéressants, des sites ouverts et visitables. Ensuite, faire une recherche documentaire parce qu'il était important que sur chaque site, on ait vraiment une histoire à raconter puisqu'on est, comme on vous l'a dit, dans du tourisme expérientiel, une histoire à raconter et surtout des horaires à indiquer. Donc on a eu un gros effort d'inventaire à faire et bien entendu un fond photographique. On a pris bien des photos existantes, mais pour que ça soit très attractif, très séduisant, il a fallu aussi qu'on achète des photos et qu'on fasse faire des photos. Et puis surtout, il a fallu la constituer, cette brochure, l'écrire et on a été aidés. Donc le financement est un financement de prestation. On n'a pas subventionné les acteurs, c'est vraiment la mise en relation des informations et leur rédaction qui a été financée par la région Guadeloupe. Écoutez, la sortie de ce guide déjà pour le comité du tourisme, c'est un atout complémentaire dans le cadre de la diversification des différents produits touristiques que proposent les îles de Guadeloupe. Et aujourd'hui, le spirit-tourisme, il va rentrer dans les produits dont on fera la promotion. Il faut savoir que le spirit-tourisme, c'est 1,8 million de visiteurs dans le monde entier. Je ne dis pas qu'on aura 1,8 million de touristes qui viendront en Guadeloupe pour le spiritourisme, mais c'est un axe
C'est je dirais, une clientèle à trouver dans le monde entier. D'ailleurs, cette brochure qui a été réalisée, une très belle brochure, elle est bilingue. Donc ça nous permettra d'aller sur les marchés, bien sûr le marché français, les marchés étrangers, afin de présenter tout le savoir-faire de la Guadeloupe en matière de spiritourisme. L'intérêt, c'est de pouvoir montrer quelque chose de différent. Mis à part le tourisme balnéaire, aujourd'hui, il faut mettre l'accent sur le patrimoine. Ce qui n'est vraiment pas valorisé par rapport, par exemple, à la Martinique. En Guadeloupe, c'est ce qui nous manque. Il faut mettre en valeur ce patrimoine. Et donc, effectivement, c'est ce que je veux faire et montrer qu'on peut venir dans un cadre. Je n'ai pas vu mer, c'est vrai, je n'ai pas la mer tout proche, mais j'ai le cadre, j'ai l'environnement, cette sérénité quand on est ici et cette authenticité, l'authenticité. On va passer du spiritourisme à la restauration, puisqu'il y avait un séminaire là-dessus. Oui, tout à fait. Un séminaire sur la restauration collective, sur le thème compétences et métiers. Au vu des normes européennes, c'était une nécessité justement de sensibiliser les professionnels et surtout un public averti. Ce séminaire était en direction des collectivités afin de les informer, former et surtout sensibiliser leurs agents. Reportage Michel Depape. Nous organisons un séminaire autour de la restauration collective, dans toute restauration collective confondue, EHPAD, petite enfance, hospitalière. Et nous avons ciblé particulièrement la restauration scolaire. Alors l'acte 1 de ce séminaire autour de la restauration collective s'intitule « Compétences et métiers ». Alors pourquoi compétences et métiers et pourquoi ce premier thème? C'est pour valoriser le métier de la restauration collective qui de plus en plus prend de l'ampleur et de plus en plus est réglementé par des lois européennes. Donc nous sommes en pleine évolution sur ce métier. Donc le but aujourd'hui de ce séminaire, c'est de sensibiliser le public. Je suis intervenue pour pouvoir parler de tous les contraintes en tant qu'animatrice, pour pouvoir discuter aussi de la formation afin de se professionnaliser et pour parler de la fonction d'animation puisque c'est la valorisation des métiers. Nous sommes là pour pouvoir valoriser le métier de l'animation. Aujourd'hui, nous avons un public, ce sont des agents de collectivité, donc la ville du Gosier, la ville de Saint-François, la ville Saint-François-Gosier des Irades, donc la Carle, les communes de la Carle, qui sont présents. Donc le personnel de la poste méridienne, donc animatrice, encadrant, ATSEM, chef de production, tout le personnel qui a trait à la poste méridienne. Alors demain, nous aurons tous les métiers qui gravitent autour, donc nous aurons des partenaires, notamment la DAF, qui est représentante de l'État, qui est en charge de contrôle sanitaire. Nous aurons l'Institut Pasteur et nous aurons aussi des fournisseurs, notamment fournisseurs de denrées alimentaires au nom de ProApro. Nous aurons aussi des fournisseurs de produits d'entretien. C'est juste pour montrer que la restauration collective, c'est un métier et que ça demande du professionnalisme. Les animatrices, on va dire les animatrices puisque c'est un métier très féminin, m'ont beaucoup interrogé au niveau du bruit puisque les enfants, comment gérer le bruit. Il y a eu des questions sur le gaspillage, comment éviter que les enfants gaspillent leur repas. Donc ça a tourné autour de ça, du comportement des enfants au sein du réfectoire. Voilà, on va parler un peu d'agriculture, puisqu'on reçoit, je vous l'ai dit, des étudiants du BTS Agriculture du lycée. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. On va commencer par la fille, Valérie. Alors, c'est quoi ce BTS? Donc, ce BTS, c'est BTS DARC, oui. Donc développement de l'agriculture des régions chaudes. Donc, on prépare en 2 ans au lycée agricole de Guadeloupe. Oui. Mais on peut le trouver aussi dans d'autres lycées. Alors, vous êtes tous les trois dans le même BTS. Oui. Alors, finalement, quand vous aurez votre BTS, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Je posais la question à Nicolas. Après, personnellement, après mon BTS, je compte ouvrir une exploitation. Dans maraîchage ou en divers, c'est pas encore vraiment sûr. Oui, et Brian? Alors moi, c'est vraiment travailler dans la coopération internationale pour justement de savoir comment nous allons amener pour changer par exemple notre biodiversité, car nous remarquons que nous avons un tel potentiel, et même par rapport en Guadeloupe, donc c'est vraiment travailler dans ces domaines pour voir comment amener une solution. Super, très intéressant. Alors, le professeur animateur, alors, vous êtes avec eux. L'orientation, puisqu'ils vont partir au salon, l'orientation, c'est de faire
du miel de l'apiculture dans les régions bananières, c'est possible? Ben, j'ai envie de dire, il y a 10 ans, c'est vrai qu'on ne voulait pas en parler, hein, de ruches dans les bananeraies. Oui. Mais maintenant, depuis que les pratiques ont changé quand même, avec la réduction des pesticides, des herbicides, etc., et le changement des pratiques des producteurs de bananes. Et ils sont d'accord, les producteurs de bananes? Ah oui, aujourd'hui, oui, tout à fait, ils sont volontaires. Nous avons même 10 producteurs où nous avons mis 10 ruches chez eux pour pouvoir voir si les abeilles, comment les abeilles se comportent, suivre un peu les abeilles et voir s'il est possible de faire du miel. Derrière ça aussi, on est là pour les former, les encadrer à l'apiculture et surtout les inciter à protéger en fait cette biodiversité que représentent les abeilles. Alors il y avait le miel tandakayou, donc il y a le miel bananier. C'est vrai que nous avons une chance inouïe en Guadeloupe. On a 3500 plantes à fleurs. Nous avons divers miels, le tandakayou, le campèche, le surette. Mais la zone, en fait, la zone du croissant bananier n'était pas du tout exploitée. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un vrai potentiel à développer dans cette zone, quoi. Oui. Alors justement, je reviens vers toi, qui est très biodiversité. Alors comment tu as accueilli cette formation? Comment j'ai acquis cette formation? Accueilli oui. Pour bien. Le miel en bananerie. Moi, je trouve que ce projet de mettre des ruches près des bananeraies est une très bonne chose. Oui. Car le fait d'avoir collaboré justement avec le PG, de faire des réductions de produits chimiques, qui a permis justement la réintroduction des abeilles dans les bananeraies, pour moi c'est une très bonne chose parce que nous préservons notre biodiversité. Donc le fait d'avoir installé des ruches près des bananes, de laisser par exemple les abeilles de faire leur travail de pollinisateurs, de faire aussi permettre à nos apiculteurs de produire du miel et aussi d'avoir de la banane de qualité. Parce qu'il faut savoir aussi que nous avons un consommateur qui attend d'avoir des produits, qui veut manger sain, qui veut manger en bonne santé. Donc le fait d'avoir mis justement des ruches près des bananeraies, ça a permis justement à préserver notre biodiversité et surtout ça a permis à nos producteurs de faire de la réduction de produits chimiques. Donc c'est pour ça que ce projet est très intéressant. Valérie, quand tu vas sur le terrain, j'imagine qu'on va sur le terrain, qu'on fait un métier agricole, comment ça se passe? Je pose la question pour une jeune étudiante comme toi. Ah oui, donc par rapport au projet en général, donc moi je suis en stage, on a des stages en exploitation. Donc moi j'ai choisi en zone bananière. Donc moi c'est une exploitation à Goyave, à Christophe-Ouest, dans les hauteurs. C'est dur? Qu'on n'est pas habitué. Oui, justement, c'est bien pour ça que je posais la question. Mais comme moi, je viens du milieu agricole, donc pour moi, c'est pas une découverte? Non. Non, ça va. Ça va? Alors, comment le management de ces étudiants? Parce que souvent, j'entends dire, ah ouais, ni on l'ouvrier agriculteur, pas ni renaissance, pas ni moun ka ou prend la main, etc. Est-ce que c'est vrai ça? J'ai envie de dire non. On a une jeunesse qui est formidable quand même et en tout cas, les gens sont conscients qu'il nous faut préserver en fait notre environnement. Et cette jeunesse-là qui est formée, ils savent bien qu'il faut travailler, qu'il faut préserver. Et donc, je les encourage en tout cas. Ils ont choisi une belle voie que de travailler dans le domaine agricole parce qu'on sait bien que c'est l'agriculture qui va nous nourrir. Hein. Et donc, un pays se développe d'abord par son agriculture. Et donc ça, il faut qu'ils continuent et puis nous, on est là pour les encadrer, les conseiller à suivre en fait le bon chemin quoi, dans ce domaine-là. Nicolas, c'est pas trop compliqué travailler dans la bananeraie Travailler dans la bananeraie, c'est pas spécialement compliqué. Depuis qu'on connaît nos bases, ça va, ça se passe bien? Oui, enfin, personnellement, sur l'exploitation dans laquelle je suis, donc c'est... Tu es dans quelle région, toi? Tu es aussi à Goyave? Non, moi je suis au Moule. Au Moule? Oui. On fait de la banane au Moule maintenant? Je ne sais pas, je pose la question. Hein. Je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste. Enfin, moi, là où je suis en stage, c'est-à-dire chez Monsieur Margoudou, il fait de la banane aussi, mais c'est plus en tant que pépiniériste. Mais travailler même dans la banane comme Valérie, c'est pas aussi en profondeur, mais c'est aussi assez simple parce que dans l'ensemble, en fait, travailler dans la bananeraie, c'est vu qu'on fait principalement dans l'entretien, c'est
Ça va, quoi. Ah, c'est ça. Ça va. Oui, alors, je reviens vers Brian parce que j'ai un communiqué qui dit qu'il y a 256 espèces de la flore de la Guadeloupe qui sont menacées de disparition. Tu le savais? Oui, j'étais déjà au courant que beaucoup d'espèces sont menacées et beaucoup notre flore. Mais pourquoi tout est menacé? C'est parce que déjà, l'humain, je dirais l'humanité, a eu aussi une conséquence sur nos faunes et nos flores. Oui. Le fait qu'il y a eu beaucoup de dégradation, le fait qu'on a eu du mal à préserver notre biodiversité. Oui. Mais justement, c'est ça pour ça que nous, on est là. Oui. Nous, on est là vraiment, il faut sensibiliser. Il faut montrer aux personnes que nous avons une richesse en Guadeloupe. Nous avons un tel potentiel. Nous avons une forêt qui est impressionnante. Nous avons des énergies renouvelables. Nous avons toutes sortes de qualités. Et je pense que la sensibilisation est importante. Oui. Et je voudrais revenir à ce qu'a dit mon camarade. Vous avez parlé par rapport des stages. Oui. Les stages nous permettent justement de découvrir de comment les agriculteurs produisent pour amener jusqu'à un produit. Et je pense que nous, en BTS, on doit avoir cette capacité de technicien. Ça veut dire technicien, il doit être capable d'analyser, de comprendre et d'amener des solutions. Donc je pense que le fait d'être en stage nous permet justement d'être dedans, de savoir après, lorsque nous commencerons à travailler, comment justement apporter ces solutions. Voilà, c'est pour ça. Alors, parce qu'ils vont partir au Salon de l'agriculture à Paris. Quel va être leur rôle exactement pendant ce salon? En fait, leur rôle, ils seront là pour, en tout cas, m'accompagner dans la communication sur la biodiversité de Guadeloupe et puis surtout de voir aussi le potentiel en zone de bananerie. Donc, on va parler du rôle des abeilles, en fait, dans l'environnement, du rôle de pollinisateurs et les inciter aussi. En fait, on va surtout parler du changement de pratique de certains producteurs de bananes. Il faut savoir que là où nous avons mis les ruches, c'est quand même, ce sont des producteurs qui sont en conversion biologique. Donc, on a mis les abeilles dans les meilleures conditions possibles. Et donc, on a vu que ça marchait parce qu'on a produit, avec cette dizaine de ruches, on a produit une centaine de litres de miel. Ce miel-là, il est particulier? Ah oui, il est assez foncé. Le miel en zone, j'ai envie de dire, en côte au vent, est assez foncé. C'est un miel qui est très fruité, très parfumé et qui est agréable en bouche. C'est pas mal. Et donc, on va aussi faire déguster, en fait, ce miel-là, faire connaître ce miel. Oui, déguster ça. Ça aurait été avec plaisir. Il y a une vidéo, je crois. On va voir un petit extrait justement de ce que ça se donne. Ouais. Bonjour, je suis Audrey. Je suis Valérie. Je m'appelle Tamara. Moi, c'est Nicolas. Je m'appelle Maëlle. Je m'appelle Brian. Miguel Herry, je suis agriculteur installé à Capesterre-Bello depuis 2013. Je produis de la banane à l'export et pour le marché local et aussi des fruits et légumes. On parle aujourd'hui de la démocratisation des ruches dans les exploitations, mais pourquoi est-ce que ça commence que maintenant? En fait, il faut partir d'un système agricole qui est en plein bouleversement. Et si nous restons qu'au stade de la Guadeloupe, et avec notre bananeraie, on a fait un basculement il y a à peu près 10 ans. D'accord ? Donc on est entré dans une production plus propre et petit à petit on va accentuer cela. D'accord ? Donc ces ruches-là, ça c'est un témoin pour nous de la vie sur cette exploitation. Vous savez, ce sont des services rendus aussi. Donc nous on a du miel, elles pollinisent, elles vivent bien parce qu'il n'y a pas de produits chimiques. Et donc il y a un tout, c'est un ensemble en fait. Et donc c'est dans ce sens-là ça où on va continuer et on va pousser encore. Quelles sont les pratiques culturelles que vous avez mises en place dans votre exploitation? Alors la première démarche pour nous, ça a d'abord été les achats. Donc on ne va plus planter, j'ai une plantation, je ne replante plus de facto. On prend 12 à 18 mois où on laisse poser le sol. Donc soit en jachère spontanée, ou soit en jachère en rotation culturelle. D'accord? Donc je fais de la banane, après 5 ans je peux passer en canne durant 5 ans. Comme ça, on élimine en fait tous les ravageurs du bananier. D'accord, merci.
j'anime, j'encadre, je forme les producteurs de bananes à l'installation de ruches dans leur exploitation. En quoi consiste l'étude d'implantation chez les producteurs? Alors, à ce jour, on a mis en place 10 ruches chez 10 producteurs différents. Du coup, on étudie le comportement des abeilles sur ces zones de bananeraies et le potentiel mellifère sur ces zones. L'idée, c'était quelque part de pouvoir mesurer en fait les performances de nos exploitants. Et on sait que l'abeille, par accident, c'est un excellent bioindicateur, un excellent, on peut dire, qui nous donne un état de l'environnement dans lequel on évolue. Donc c'était aussi de pouvoir mesurer en fait tout le changement de pratique qu'a mis en place la filière banane sur les 10 dernières années. Benoît, expliquez-nous la particularité de cette ruche connectée. C'est bien une ruche du point haut. On a des informations de rentrée de nectar, on sait aussi combien d'abeilles qu'il y a dans les ruches, on connaît la température à l'intérieur de la ruche et à distance, on a toutes ces informations-là. Ça nous permet de suivre ces ruches-là, mais de chez nous, avec notre smartphone, avec notre ordinateur, on a toutes les informations. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette démarche avec le LPG? Ce qui m'a séduit dans cette démarche, c'est qu'elle apporte à l'exploitation une biodiversité dans une agriculture raisonnable et respectueuse de l'environnement. Alors Benoît, cette récolte de miel de nos producteurs de bananes, ça a donné quoi? Ce fut très concluant. Cette année, nous avons produit une centaine de litres de miel sur les 20 ruches que nous avons placées en zone de bananerie biologique. D'ailleurs, que nous allons faire découvrir aux gourmets, mais aussi à notre public pendant ce salon. Je vous invite à venir goûter ce fameux miel qui est très fruité et très parfumé. Allez, à vos papilles. Très léger, très agréable. Alice. Voilà un petit reportage de Nathalie Louis-Monge qui a accompagné ses enfants et ses élèves qui iront au salon. En tout cas, on vous souhaite bon voyage. Merci. Et surtout de continuer dans la voie que vous êtes tracée parce que c'est très important. Aussi, professeur animateur aussi, c'est important pour notre pays, pour le développement agricole et je crois qu'on en a vraiment, vraiment besoin. Tout à fait, en fait. Et ça rassure de voir des jeunes motivés. Et je sais que le Conseil général a beaucoup de terres qui sont inexploitées. Alors, nous que disons ça nous que vous voyez. Il y a des jeunes qui veulent bosser. Oui, Brian, tu voulais dire quelque chose? Je voudrais juste lancer un petit message à nos jeunes, à ceux qui ont peur de se lancer dans l'agriculture. Oui. Nous avons une telle richesse et moi je dis l'agriculture c'est notre vie, c'est l'amour qu'on fait. Donc il ne faut pas avoir peur et il faut croire en eux et je pense que s'ils croient en eux et qu'ils pensent qu'ils vont être solides comme nous on est, je pense qu'on y arrivera. Valérie et Nicolas, vous pensez pareil, j'imagine? Oui. D'accord. Bon. C'est bien, parfait. Et là, on a le temps de faire un petit tour au Massantan-Longtemps. On va demander à oui, alors, oui, c'est prêt. Massantan-Longtemps, on a la publicité déjà? Bon, 13h55. Non, mais c'est jamais, on va dire à la fin, parce que si on dit la publicité, c'est que l'émission... D'accord. Ou bien, aujourd'hui, on a eu beaucoup d'invités. François Pellecuet, Sylvie Gustave, Gilles Casimir, et puis ces jeunes et leurs professeurs. Et puis, on vous remercie tous d'être venus. Et à tous ceux qui étaient avec nous en direct depuis 12h30. Merci, on se retrouve demain à partir de 12h30 pour une nouvelle série du ZCL News. Et en plus, message, foncez les jeunes. On vous le dit sur les réseaux. Bravo, foncez, sincèrement. Vous donnez un message d'espoir. Oui, et c'est intéressant et c'est réconfortant. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à 12h30. C'était ZCL News avec CCN, caribcreolnews.com, le site caribéen le mieux informé et qui vous dit tout sur les affaires.